C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Arnaud Cagvel, je travaille chez BDI, l'agence de développement économique de la région Bretagne, et je suis heureux de vous accueillir à cette 6e édition des Selling Café. Le principe, c'est de vous proposer sur 1 heure de partager la discussion d'experts sur un sujet précis et technique du monde de la voile. Ensuite, ce webinaire est à retrouver sur le site sellingvalley.bzh avec les replays et les liens vers les podcasts. Aujourd'hui, on va élargir un peu le sujet puisqu'on parlera des jumeaux numériques et sans doute un peu de transport maritime. On a invité, et je les remercie, des représentants des sociétés Aux Ingénieries, VPLP et DICE. Et comme presque à l'accoutumée, je vais passer la parole à Pierre-Yves Lautroux qui va nous animer cette heure de rendez-vous aux petits oignons comme d'habitude. Pierre-Yves, je te laisse la parole et merci à tous. Merci Arnaud. Je vais essayer d'animer ça aux petits oignons, même si c'est pas tout à fait l'heure des petits oignons, mais bon, on va faire avec ça. Merci Arnaud. Je vous propose de rentrer assez rapidement dans le vif du sujet, parce que autour de la table, comme tu disais, on a les représentants de 3 sociétés qui, je sais pas si c'est le terme qui convient, qui élèvent des jumeaux numériques. Vous allez me dire si le terme vous plaît ou pas. Mais ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour de présentation à la fois de qui vous êtes, que ce soit Sylvain Fayet chez DICE, Pierre Montfort chez Aux Ingénieries et Xavier Guinel chez VPLP, à la fois un petit peu ce que vous faites dans l'entreprise et puis surtout ce que fait votre entreprise, quelles sont leurs spécialités. Et puis après, on attaquera le vif du sujet et on parlera de ces fameux jumeaux. On va commencer par Sylvain, c'est celui qui est dans l'ordre de gauche à droite sur mon écran. Donc Sylvain, à toi. Bonjour à tous, donc Sylvain Faguet, je suis le directeur commercial de DICE. Donc directeur commercial, ma tâche c'est d'aller vendre nos produits, nos systèmes et nos services. Et chez DICE, on développe, à ce que vous voyez derrière moi, des systèmes de navigation, pilotage, optimisation de la navigation et des opérations, particulièrement pour le secteur maritime et offshore. Donc nos plus gros succès, là, ça a été d'être le système installé en passerelle de Canopé et bientôt à bord de Neoline aussi. Voilà, Canopé et Neoline qui sont 2 bateaux à propulsion hélique, et je pense qu'on reparlera de Canopé avec Xavier Guinel, parce que c'est un plan VPLP, le premier roulier dessiné par un cabinet d'architecte qui faisait des bateaux à voile jusque-là. Et je vais préciser, Sylvain, que DICE est un peu connu des gens qui font du bateau à voile de compétition, parce que c'est vous qui avez repris ou racheté Squid. L'activité Squid, l'activité de Squid, qui est une app un logiciel pour faire de l'analyse météo et un petit peu de routage. Exactement, tout à fait. Qui est encore embarqué sur beaucoup de bateaux pour télécharger des fichiers météo. Juste à la droite de Sylvain, Pierre Montfort, chez Aux Engineering. Pierre, c'est à toi. Ouais, bonjour à tous. Merci Arnaud, merci Pierre-Yves, merci BDI pour l'opportunité de discuter de tout ça ce matin. Donc Pierre Montfort, je suis architecte naval de formation et je dirige la BU Performance Navire chez Aux Engineering. Alors Aux Engineering, on fait quoi? On est un centre d'expertise qui va développer des outils digitaux, donc logiciels, algorithmes, au service du milieu maritime. Et donc on va aller à chaque fois chercher à développer des outils custom, tailor-made pour des petits problèmes particuliers que peuvent avoir nos clients. Et c'est à ce titre qu'on est ici aujourd'hui. On travaille un petit peu dans la course au large, mais c'est pas du tout la plus grosse partie de notre activité. Notre activité principale, c'est le secteur maritime et le transport maritime, avec toutes les contraintes nouvelles qui grandissent de jour en jour. Et j'en profite, notre actionnaire unique et principal, c'est GTT, Gaz Transport Technigaz, que certains connaissent peut-être, c'est spécialiste de la conception de systèmes de containment de gaz, en particulier le gaz liquide LNG, qu'on connaît bien maintenant depuis quelques années, parce qu'il a un peu défrayé la chronique, et ce qui nous permet d'avoir accès à beaucoup d'expertise maritime. Voilà. Très bien, merci Pierre. Et tout au bout de la table, Xavier Guinel chez VPLP, qui, comme on ne le sait pas forcément, mais on commence à bien le savoir,
est une boîte où il y a presque autant d'ingénieurs, sinon presque plus d'ingénieurs que d'architectes navals, je crois, maintenant chez VPLP, hein, ou quasiment 50-50, quoi. Hein. Ouais, pas tout à fait. Presque Pas tout à fait. Ça ne saurait tarder. Ouais, non, c'est pas le sens de ma remarque. Bonjour à tous. Donc, Xavier Guinel, moi je coordonne l'ingénierie chez VPLP. Donc, VPLP, on a un cabinet d'architecture navale avant tout. On est présent sur différents secteurs, 3 principalement, que sont la course, la plaisance avec des bateaux de série et des one-off, et le transport maritime, comme tu l'as évoqué, Pierre-Yves, effectivement, depuis maintenant quelques années avec ce projet qui a été un peu fondateur pour nous, qui a été Canopé. Et à ce titre, pour ces 3 activités-là, on développe différentes activités en ingénierie, dont toute une petite panoplie de jumeaux numériques, et je pense que ce sera le sujet ce matin. Exactement. Et on va préciser que c'est le monde de l'architecture navale et de l'ingénierie navale est un petit monde, et vous vous connaissez tous les 3. Il y a même des collaborations entre certaines de vos entreprises, et vous pouvez travailler même sur des projets en commun. Alors, on va faire je suis journaliste, donc je vais faire le job de base, hein, qui est de définir ce que c'est qu'un jumeau numérique. Alors, j'étais un petit peu inquiet au début quand j'ai vu le sujet. J'étais assez rassuré, et je crois que c'est en préparant ce webinaire avec Xavier qu'on a trouvé le bon terme. Je crois en discutant avec lui, on dit que le terme est nouveau, mais la pratique est ancienne. Je suis assez content d'avoir trouvé ce pitch qui résume assez bien le truc. Donc, je vais vous demander à chacun votre tour un petit peu de faire l'exercice de la définition de ce qu'est un jumeau numérique ou des jumeaux numériques, si on les conjugue forcément au pluriel. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet. Je pense que c'est déjà le vif du sujet, mais est-ce que chacun à votre tour, vous pouvez un petit peu nous donner votre définition de ce que c'est ou ce que sont les jumeaux numériques? On reprend le même ordre. On commence par Sylvain. Ok. Alors chez DIS, nous, le jumeau numérique, c'est vraiment un modèle de performance du navire, de comportement du navire. En fait, tous les systèmes qu'on met à bord des navires, on s'appuie sur des jumeaux numériques parce que on a besoin de comprendre comment va se comporter le navire sur l'eau, dans les vagues, soumis au vent. Et quand on fait des autopilotes, on fait du model-based control, donc c'est du contrôle basé modèle, ce qui nous permet d'être plus fin dans le pilotage. Et pareil, quand on fait du routage météo, on s'appuie sur un modèle de performance du navire. Donc pour nous, c'est vraiment un modèle de performance qui peut être une matrice avec plusieurs dimensions, parce qu'on va pouvoir prendre en entrée plein de paramètres différents. La puissance consommée par le navire, quand on parle de navire de commerce hybridé par le vent, elle va dépendre à la fois de la vitesse cible qu'on veut atteindre, mais de la force du vent, la direction du vent, de la hauteur des vagues, la direction des vagues, et potentiellement de la température extérieure, la température de l'eau, de plein de différents paramètres. Donc c'est un assemblage de différents modèles. Après, on peut aller encore plus dans le détail sur chacune des briques qui font ce jumeau numérique, parce qu'on va parler des données, on va parler des calculs, on va parler de tout ça. Mais donc à la base, c'est un modèle numérique. Pierre, comment tu peux enrichir la définition? Moi, j'aime bien. Alors, c'est une question qui revient souvent, le jumeau numérique. Tu as eu raison de le dire, Pierre-Yves, en intro. C'est un mot qui est un peu marketing, en effet. Moi, j'aime bien dire que c'est une représentation numérique, digitale, d'un système physique. Donc, un système physique peut être un bateau, une voiture, un mât, ce qu'on veut. Le numérique, le digital, va tenter de reproduire les phénomènes qui peuvent intervenir dans ce système physique. Et toute la question, comme disait Sylvain, c'est bien trouver les bons paramètres, trouver les bonnes entrées pour recueillir en sortie du modèle numérique les bonnes sorties qui nous intéressent. Je fais un rapide parallèle avec ce qu'on fait chez OSE. Nous, on commence toujours par faire des jumeaux numériques, donc des modélisations de systèmes physiques, pour comprendre, pour savoir comment le système fonctionne, quels sont les principaux challenges, les principales contraintes qui sont liées à ce système, avant de donner ça de mettre ça dans les mains de nos mathématiciens qui vont faire des maths appliquées, qui vont faire des algos et qui vont essayer de résoudre ce problème. Et donc on a toujours besoin de cette première étape de physique. Tu disais qu'il y avait plein d'ingés chez VPLP, ça m'étonne pas, on a besoin de comprendre la physique avant de pouvoir résoudre mathématiquement un problème. Et donc cette étape de physique, c'est la construction du jumeau numérique. Très bien. Xavier? C'est pas évident de passer en dernier. Je pense que déjà avec le début de tour de table, on a plutôt bien exploré le sujet. Moi, j'aime bien
la définition assez succincte de dire que c'est une copie numérique d'un système réel. Et après, copie numérique, il peut y en avoir de plein de types différents pour un seul et même système, en ayant plutôt un focus performance, plutôt un focus chaîne énergétique, plutôt un focus structure. Et en fait, des jumeaux numériques, il y en a partout dans l'industrie. On en parle beaucoup dans notre écosystème à nous récemment, mais c'est un terme marketing qui est omniprésent dans d'autres industries et dans des chaînes de conception très différentes, quoi, avec des axes plutôt très énergétiques ou même production, chaîne de production, etc. Il y a des jumeaux numériques de tout un tas de procédés finalement. Donc, c'est vraiment répliquer un système réel de façon numérique sur un ordinateur. C'est la modélisation numérique d'un système qui existe dans la vraie vie. Alors pourquoi on parle de jumeaux numériques? Juste, je m'arrête un tout petit instant sur justement ce côté marketing que vous avez soulevé, Pierre-Xavier. Pourquoi ce terme-là, la modélisation numérique, ça commence à exister depuis quelques années. Pourquoi est-ce que du coup le terme jumeaux numérique est un petit peu à la mode et presque plus utilisé aujourd'hui que celui de modélisation numérique? J'ai peut-être un élément de réponse. De répondre à ça. J'ai peut-être un élément de réponse. Le jumeau numérique, tel qu'il est construit, il est censé te permettre d'obtenir des réponses et d'aller prédire des comportements du système. Si tu peux pas faire ça numériquement, tu vas être obligé de le faire physiquement, donc tu vas faire des essais, des tests. Un bateau de course, un navire de commerce, c'est compliqué avant qu'il soit mis à l'eau de faire des tests. Puis t'as pas forcément envie d'aller casser des pièces pour aller tester leurs limites à rupture ou leur propriété d'élasticité, etc. Donc il y a un espèce de doux rêve dans les cabinets, dans les bureaux d'études, depuis toujours, de numériser un maximum pour aller tester le moins possible, parce que ça coûte beaucoup moins cher. Et le fait que les puissances de calcul augmentent énormément chaque année, que les moyens de calcul se soient énormément déployés ces dernières décennies, fait qu'on a l'impression qu'on va pouvoir toucher du doigt cette possibilité de faire ce jumeau numérique qui serait, dans l'idéal, dans le monde parfait, un système numérique capable de répliquer, j'aime bien ce mot de Xavier, de répliquer le système réel. On n'y est pas, on va en parler encore pendant 3 quarts d'heure. Au point d'être un jumeau, quoi. Au point d'être un jumeau du système réel. Au point, dans l'idéal, d'être un jumeau, en effet. Bon. Voilà. Effectivement, on voit qu'avec toutes les puissances de calcul, comme disait Pierre, mais les technos qu'on a maintenant, on arrive à se rapprocher de plus en plus du comportement en numérique, du comportement réel. Et alors après, particulièrement sur juste une modélisation 3D. Aujourd'hui, on sait faire des scans 3D et on en fait ensuite un modèle numérique. Avec son téléphone, quoi. Et qui est hyper ressemblant de la réalité. De la réalité. Donc effectivement, rien qu'en modélisation 3D, on s'approche vraiment du jumeau. Après, effectivement, sur le comportement, c'est un autre. On a envie d'y tendre aussi, ouais. Et effectivement, en sémantique, je pense qu'il se cache entre ces deux termes. Un modèle, par définition, c'est faux. Un modèle physique est faux. On s'approche le plus possible, mais ça reste dans ce terme modèle, en science, c'est faux. Un jumeau, le terme implique intrinsèquement une copie parfaite, quoi. Je pense que c'est un peu ça qui fait la différenciation, comme l'évoquait Pierre, avec les moyens de calcul qui augmentent et la capacité de modélisation qui augmente et la précision des modèles qui augmente. On a ce doux rêve de dire qu'on crée non plus un modèle, mais un jumeau, quoi. C'est ça, je pense, qui se trame derrière toute cette évolution. Même si, effectivement, ça reste quand même un vœu pieux, in fine, mais disons qu'on y travaille. Très bien. Alors, dans un nouveau temps, maintenant, j'aimerais que vous nous expliquiez comment est-ce que. Alors d'abord, si les jumeaux numériques sont applicables dans vos secteurs respectifs à peu près à tous les modèles réels. Est-ce que on peut faire un bateau en entier? Est-ce qu'on fait des parties d'un bateau? Est-ce qu'on fait des parties d'un gréement? Est-ce qu'on fait des à quoi ça s'applique? Quel est le champ d'application? Est-ce qu'il est total ou est-ce que ça fonctionne bien et très très bien que dans un certain nombre de cas? Et est-ce que du coup on priorise les cas où ça s'utilise? Ça c'est la première chose. Et ensuite du coup peut-être pour l'illustrer, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples très très concrets? Donc cet outil-là, il peut s'appliquer dans la conception et ensuite même l'utilisation d'un bateau à voile, que ce soit un bateau de course ou
ou un bateau de transport maritime propulsé par le vent. Est-ce que ça peut s'appliquer à l'ensemble du bateau, que à certaines parties, et comment on fait ces choix-là? Et donc, si vous avez quelques exemples pour illustrer ça, ça serait vraiment parfait. Alors, je pense que le sujet est vaste. On va faire plusieurs fois le tour parce que vous avez tous plein d'exemples, mais je sais pas lequel de vous trois veut commencer avec un exemple précis. D'ailleurs, vous avez tous des exemples assez différents. Vas-y, Sylvain, je sens que tu es. Ouais, j'avais commencé un petit peu à en parler tout à l'heure, mais effectivement, nous, le jumeau numérique, il est au cœur de notre système. Quand on fait un système comme sur Canopé qui permet de faire la navigation sur les cartes marines, de faire l'optimisation de la route avec le routage et ensuite le suivi de la route avec l'autopilote. Le jumeau numérique, ce modèle de performance, il est au cœur du système. Parce que quand on calcule la route, forcément, on a ce modèle de performance, on va choisir la meilleure route en fonction des vagues, du vent, des contraintes opérationnelles et de la consommation, du modèle de consommation du navire. Et quand on le pilote, pareil, on va chercher les meilleurs points d'équilibre du système. Et alors, pour se nourrir ce jumeau numérique, on a besoin de différents modèles. Le modèle de résistance à l'avancement, le modèle de résistance ajoutée sur eau, le modèle de fartage, le modèle de poussée des voiles quand il y en a, de la chaîne propulsive. Et on fait cet assemblage de tous ces modèles pour créer ce jumeau numérique, ce modèle de performance, in fine. Donc là, en l'occurrence, pour répondre à ma question, tu fais travailler ensemble plusieurs modèles numériques, plusieurs modèles de simulation numérique ensemble, sur toute la chaîne que tu viens d'évoquer, pour proposer une utilisation finale un peu plus globale, quoi. Je résume avec mes mots. Oui, c'est ça. Tous ces modèles, on va les assembler, on va résoudre une équation d'équilibre. Et en résolvant cette équation d'équilibre, on va trouver plein de points de fonctionnement qui vont créer cette matrice de points d'opération qui en fait va nourrir, qui sera notre modèle de performance. Voilà. Et à la sortie, ça donne un outil d'utilisation pour les gens sur le bateau qui est à la sur fois, le bateau, c'est leur autopilote, c'est leur routeur, c'est leur outil de navigation. C'est tout l'outil de navigation. Quand ça marche. Pierre? Ouais, j'ai un exemple complémentaire qui me vient à l'esprit. Je vais faire un peu de pub pour des amis lorientais des Fier et Boré qui sont partiellement armateurs de canopée dont vous avez parlé. Le projet Mervent, c'est un projet du premier porte-container à voile avec les LCWS, avec un carburant méthanol, diesel méthanol, avec un système de capture de carbone qui devrait être mis à l'eau en 2026-27. D'ailleurs, il y a eu un bel article de Thibaut Teillard ce matin dans le Marin, je fais encore un peu de pub à ce sujet. Dans ce projet, nous, OSE, on est en charge de faire un logiciel d'optimisation énergétique en opération. C'est-à-dire que à bord, pendant la nave, l'équipage veut avoir accès à un certain nombre de recommandations sur différents composants du bord, donc ils vont être la barre, les machines, l'hotel load, le carbon capture system, l'aspirateur à CO2 qui est aux cheminées, et en navigation, juste pour bien savoir expliquer, quand est-ce qu'il est le plus... Pardon Pierre, juste pour bien expliquer, le carbon capture system, il rentre dans l'équation énergétique parce qu'il est très très consommateur d'énergie. Hein. Tout le monde n'est pas spécialiste du. Moi je le sais parce que tu me l'as expliqué, mais c'est un paramètre de cette équation-là parce qu'il est très très consommateur. Quoi. Exactement. Et comme disait Sylvain, il y a une équation générale qu'on va essayer d'optimiser, c'est-à-dire je veux faire tel trajet de A à B en minimisant mes coûts ou en minimisant mes émissions, en minimisant ma consommation. Et pour arriver à cette optimisation, à trouver ce point d'optimum, c'est-à-dire j'ai navigué de telle manière en utilisant du routage, en minimisant la conso sur telle machine à tel moment, en utilisant le carbon capture system entre tel point et tel point. Donc toutes ces manœuvres et toutes ces opérations en navigation, elles sont identifiées, elles sont calculées par un système numérique qui est le jumeau, et le jumeau nécessairement a besoin de se baser sur plein de modélisations différentes du carbon capture system dont tu viens de parler, en s'appuyant sur le modèle navire que Sylvain a détaillé, avec le modèle de consommation, avec le comportement du navire, avec la contribution des ailes, avec les interactions des ailes entre elles, etc. Une modélisation des moteurs. Bon, le fait est qu'on ne peut pas modéliser parfaitement aux petits oignons, pour reprendre l'expression tout à l'heure, chacun de ces composants. On ne peut pas aller dans une modélisation extrêmement fine, aussi fine que Wärtsilä le ferait par exemple des moteurs. Ça prendrait énormément de temps à calculer à chaque fois qu'on veut refaire une route et qu'on relance un routage. Ça prendrait 10 minutes et l'équipage veut pas.
Donc, on est obligé de passer par une étape qui s'appelle des modèles réduits. Et donc, l'enjeu de l'ingénieur va être systématiquement de trouver le meilleur niveau de modélisation, mais qui permettra d'arriver au juste besoin. Avoir un niveau de modélisation qui soit suffisant, mais qui soit le moins gourmand possible en temps de calcul. Et donc, ça va nécessiter l'assemblage de toutes ces briques différentes, indépendantes, mais qu'on met ensemble dans la logique d'optimisation globale du navire. Parce que, in fine, le client final, que ce soit l'armateur ou l'affréteur, le client final, lui, veut réduire quelque chose, des coûts, des émissions, mais il s'en fiche de la manière dont on l'a fait, il veut juste que, à la fin, ses OPEX soient réduits. Et surtout, il veut l'outil qui lui permette de... sa note à la fin de la traversée. Voilà. Et surtout, il veut l'outil qui lui permette de faire ça. Du coup. Voilà. On reviendra un petit peu sur le transport maritime et le fait que l'arrivée de la propulsion vélique dans le transport maritime et les contraintes réglementaires de plus en plus importantes font que du coup les équations se complexifient et donc du coup il faut utiliser de plus en plus de simulations juste avant. Xavier, pour parler un petit peu moins de transport maritime et du coup un peu plus de course au large, même si vous faites du transport maritime chez VPLP, vous cet outil-là de modélisation numérique, il est maintenant utilisé de manière très très commune. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement comment vous l'utilisez et surtout bien nous raconter comment aujourd'hui, même si vous avez un simulateur qui s'appelle SID, qui pour le coup qui est un très gros modèle numérique, comment vous travaillez et surtout comment vous travaillez pour de manière un peu fine sur certains paramètres du bateau, certaines parties des bateaux que vous dessinez. Ouais, alors déjà, je pense que c'est important de ramener ça au pluriel. En fait, jumeau numérique, moi je mettrais un X d'abord et un S ensuite. Tu as parlé de SID, effectivement, c'est un jumeau numérique qu'on utilise. Et on va essayer d'utiliser des modèles différents suivant les questions qu'on se pose. Je pense que ça a déjà été évoqué. Et suivant qu'on s'intéresse à prédire le comportement dynamique et l'aspect performance d'un navire, effectivement, c'est SID qu'on va utiliser. SID dans un cadre de temps réel, c'est-à-dire si on a des contraintes de simulation en temps réel, effectivement, on utilise ce simulateur-là qui nous semble être un juste compromis entre précision et temps de calcul pour avoir une réponse temps réel et donc une interaction possible avec l'utilisateur. Donc là, on essaye de modéliser toutes les physiques qui s'appliquent sur un bateau dans un niveau de modélisation le plus avancé possible. Donc tous les aspects hydrodynamiques des coques et des appendices, l'aéro, des systèmes de contrôle, pouvoir également plugger et c'est là où c'est rigolo parce que c'est un mix entre jumeaux numériques et système physique, mais on s'autorise aussi à plugger des systèmes réels sur le simulateur pour venir finalement hybrider la simulation et avoir des systèmes vraiment réels physiques, donc qui sont le plus proche possible, voire quasiment exactement identiques à la vraie vie, comme par exemple des pilotes auto. On vient brancher une boîte d'un pilote auto, d'un fournisseur, donc vraiment le hardware dans la boucle de simulation. Donc ça, c'est un exemple de jumeaux numériques. Et pour le côté pluriel, il y en a d'autres. Si on s'intéresse à de la performance statique et de l'optimisation de performance, là, on est plus du côté des VPP, qui sont un acronyme bien connu aussi, mais qui reste un jumeau numérique extrêmement employé aujourd'hui. Donc là, l'objectif, c'est de comparer un grand nombre de configurations et optimiser les réglages. Il y a aussi tous les jumeaux numériques d'un point de vue structure, et qui peuvent être couplés aussi au modèle de performance. Finalement, comprendre la déformée d'une structure et comment ça impacte la performance d'un bateau, c'est au cœur des problématiques de course au large, notamment pour les appendices, où cet aspect-là est vraiment fondamental, pour les plateformes aussi. Donc on voit qu'en fait, il y a tout un tas de modélisation possible. Et comme tu l'as rappelé, effectivement, ces modèles-là, notamment SID, aujourd'hui sont au cœur d'une activité d'architecte naval pour tester. En fait, c'est un peu notre maquette, quoi. C'est nos maquettes. On teste des maquettes, on évalue des maquettes sans les casser, sans avoir le temps de production. Et on compare. On fait de l'analyse de données, virtuellement, on fait naviguer des transats. En gros, un week-end de calcul, c'est une transat aller-retour statistiquement, quoi, en termes de milles qu'on peut parcourir et de conditions rencontrées. Donc on voit qu'on peut agréger quand même pas mal de données et tester des choses en amont. Donc c'est comme ça que c'est beaucoup employé côté course au large. Très bien. Jusqu'à quel point on peut utiliser cet outil des jumeaux numériques de manière globale? Parce qu'on voit bien que vous travaillez tous sur des... Alors, chez VPLP, vous avez un modèle numérique un peu global qui est le simulateur au final, hein, mais
jusqu'à quel point on arrive à modéliser globalement un système réel et jusqu'à quel point il y a une sorte de verticalisation des jumeaux numériques, c'est-à-dire que vous pouvez simuler numériquement une toute petite partie d'un système. Qu'est-ce qui est pertinent en fait dans le bon dosage de la taille du système que vous voulez simuler, parce qu'on y reviendra juste un petit peu après. Il y a des coûts qui sont élevés parce qu'il faut la puissance de calcul et puis il y a un problème de données à l'entrée. Donc c'est quoi la bonne le bon dosage en matière de taille de système à simuler? J'ai l'impression, excusez-moi, Vas-y. Il n'y a pas forcément en tout cas, nous on voit pas l'enjeu comme étant de modéliser en one shot l'entièreté du système, ou en tout cas en modélisation directe. L'enjeu est de choisir les effets qui sont prépondérants dans le comportement qu'on veut prédire, et également choisir ce qui est calculé en direct de ce qui est calculé en amont et réinterroger par la suite. Et c'est là où employer des méthodes mixtes entre de la modélisation directe avec un modèle physique qui tourne et des modèles boîte noire, métamodèle, c'est-à-dire qu'on fait en amont beaucoup de calculs sur peut-être une modélisation plus avancée qui coûte beaucoup plus cher en temps de calcul, qui va prendre par exemple une semaine de calcul pour une simulation qui, in fine, va prendre 1 minute. N'empêche, cette semaine-là, on en fait une représentation mathématique, on la représente comme une boîte noire qui, elle, est pluguée dans l'environnement de simulation globale. Donc, c'est cet assemblage de différents types de modélisation qui permettent d'élargir le spectre de ce qui est représenté, mais pas forcément tout d'un coup au sein de la même boucle de simulation. Très bien. Sylvain, je te voyais. Sylvain et Pierre, vas-y. Alors Pierre en premier, vas-y. Je peux peut-être essayer de compléter. Il y a un mot qui a été employé tout à l'heure, la donnée. Je crois que c'est Xav qui l'a employé. Il faut rester très humble avec un jumeau numérique parce que je sais plus qui disait qu'un jumeau numérique est toujours imparfait. Évidemment, une modélisation numérique, ça a toujours ses limites. Ça a toujours les points sur lesquels on n'est pas sûr, ou des zones du domaine de vol dans lesquelles on pense que le modèle est moins précis. Il y a un deuxième game changer, je pense, après la puissance de calcul dont on parlait tout à l'heure, c'est la prise de conscience que la donnée est utilisable et peut être valorisée intelligemment. C'est compliqué de mettre des capteurs, on le sait tous, c'est cher, il faut les maintenir, il faut les calibrer, il faut savoir le bon endroit où les mettre. N'empêche que dès qu'on a des capteurs, on a des données et c'est toujours très très intéressant. Et tous les jumeaux numériques qu'on utilise, systématiquement, dans la mesure du possible, on pousse le client à instrumenter l'asset qu'il a, que ce soit un bateau, un navire, etc., pour recueillir de la donnée, pour aller alimenter le jumeau numérique, si on peut l'appeler comme ça, donc en fait le système qui évolue au cours de la vie du système physique et qui va s'enrichir, qui va se préciser petit à petit. Et donc en faisant ça, on essaie de converger vers, pour le coup, une gémellité parfaite entre le jumeau et le système physique. Et ça, cet accès à la donnée, sont des nouveaux métiers, sont des méthodes qui évoluent en permanence, mais c'est une source d'information hyper intéressante, hyper riche, et qui est possible aujourd'hui avec, encore une fois, avec les moyens d'analyse qu'on a à disposition. Ouais. Et pour compléter, effectivement, il y a un peu de phase. Il y a le pré-design et puis après la vie du navire. Effectivement, pendant la vie du navire, on a accès à toute cette donnée et on peut du coup recaler. On parle beaucoup de recalage, de recalage de jumeaux numériques en analysant toutes les données de navigation des navires. Et je dirais qu'aussi pendant la phase de design, le driver, c'est un peu le coût. Effectivement, tu as dit que les méthodes de calcul, certaines pouvaient coûter très cher. Et quand on entend Xavier qui dit voilà, 1 minute de simulation va prendre 1 semaine, on imagine bien que cette semaine de calcul, elle a un coût. Donc c'est aussi ça un des drivers, c'est ce que le client, où est-ce que le client va pouvoir placer son curseur en termes de budget pour la modélisation et la fidélité qu'il veut atteindre dans la modélisation de son système. L'enjeu des... Ouais, vas-y, pardon, je t'ai coupé, Sylvain. Non, mais j'allais dire effectivement un autre exemple, et là où on connaît aussi un peu des limites aujourd'hui, c'est sur la résistance ajoutée sur houle. Là où la résistance que va connaître le navire à l'avancement dans la houle. Et ça, il y a différentes méthodes
qui existent. Et aujourd'hui, on est obligé de passer par des sous-traitances parfois avec des instituts comme le Marine aux Pays-Bas, et des prestations qui coûtent quand même assez cher. Et après, la méthode au-dessus, ça serait de la CFD, mais là, ça serait encore plus cher. Et on parle parfois en mois de calcul. Et donc, c'est vraiment ça. On peut aller loin dans la fidélité, mais il faut avoir le budget qui va bien. Et forcément, la quête vers la gémilité parfaite, elle a un coût, et c'est aussi pour ça que n'y a pas forcément d'intérêt à aller au bout de cette quête. Sur l'enjeu des données, il faut peut-être s'arrêter un tout petit peu dessus. C'est-à-dire que c'est que, notamment dans la course, que les bateaux maintenant, notamment les foils ou les mâts, ou même les structures des bateaux sont de plus en plus instrumentées. Mais il faut aussi que ces données qu'elles soient rafraîchies régulièrement, qu'elles soient de qualité. Et ça, aujourd'hui, pour que le fonctionnement et l'utilisation pertinente d'un jumeau numérique soit efficace, il faut non seulement que l'équation ou l'algorithme qui va cruncher les données soit bon, mais aussi que les données à l'entrée soient de qualité. Juste si on peut s'arrêter un petit peu là-dessus. Et du coup, c'est une boucle un petit peu permanente de nutrition du modèle avec de la donnée. Xavier ? Ouais, effectivement, il y a plein de méthodes possibles de mise en données et de création des modèles. Je pense dans la majorité des cas aujourd'hui, en tout cas nous dans ce qu'on fait, ça part de modèles physiques. Donc, au début, le jumeau il est disjoint du système réel. Et effectivement, plus le temps passe, plus entre la livraison d'un jumeau numérique pour un système et son état 3 ans plus tard, en travaillant en lien avec l'opération de ce système, par exemple la navigation d'un bateau de course, l'utilisation des données du bord nous permet petit à petit de recaler et d'augmenter la précision de certains modèles. Effectivement, là, la quantité de données qu'on reçoit et leur qualité nous permet d'aller analyser tout un tas de paramètres, d'équilibres généraux, de contraintes dans des systèmes pour aller éventuellement affecter l'un ou l'autre des modèles de modélisation. C'est un travail qui est long et fastidieux, ardu, surtout quand on a des systèmes de modélisation, j'allais dire physics-based, quand c'est basé sur des modèles physiques, bah tu viens pas toucher directement une loi de physique, quoi. Donc il faut trouver on parlait tout à l'heure de modèles réduits aussi, c'est des méthodes qui permettent d'aller affecter certains paramètres de modélisation sans changer la physique qui est derrière. Donc c'est plutôt travailler sur des inputs, travailler sur des mises en données qui te permettent de reproduire un comportement mesuré. J'ai peut-être un exemple illustratif de cette question de Pierre-Yves sur la manière d'utiliser la donnée. La manière d'utiliser la donnée, elle est primordiale évidemment. On a l'habitude de faire ça, nous, chez OSE. Les clients viennent, par exemple, je pense à des projets dans l'industrie offshore. Les clients viennent avec beaucoup de données sans savoir vraiment si elle est fiable, sans savoir vraiment à quoi elle pourrait leur servir. Et donc nous, on va l'analyser, mais comme on n'a pas la science infuse et que nous ne sommes pas les experts justement de l'industrie offshore, dans ce cas présent, de leur métier, c'est eux qui ont en tête toutes les contraintes métiers, toutes les contraintes opérationnelles, toutes les subtilités d'utilisation de leur navire, etc. En fait, c'est toujours un travail conjoint. Et Xavier, d'ailleurs, j'ai en tête un projet qu'on a fait ensemble. Il faut toujours qu'il y ait le data analyst, le data scientist, qui lui sait très bien quelles sont les méthodes de maths appliquées qu'il faut utiliser pour faire parler les données et utiliser la bonne estimation des données. Et il faut aussi l'expert, le sachant du domaine, qui lui saura te dire, alors attends, là, je sais que le capteur, la jauge de déformation qu'ils ont mise dans le mât, elle n'est pas tout à fait bien placée, ou elle sous-estime cette valeur. Ce qu'on a mis dans le foil ici, bah, c'est pas terrible parce que je sais que dans telles conditions de navigation, l'information est erronée, ou voilà, tout ce genre d'informations enregistrées par le sachant, par l'opérateur lui-même, qui viennent compléter le travail de maths appliquée du data scientist. Et en fait, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Le sachant, le skipper ne va pas pouvoir analyser lui-même ses données. Le data scientist ne saura pas analyser les données tout seul, puisqu'en fait, il ne sait pas tout bêtement comment fonctionne un trimaran. Donc je pense que c'est hyper important d'avoir en tête cette dualité. Mais on ne peut pas espérer arriver à des objectifs, comment dire, une analyse parfaite, faire parler des données de manière extrêmement profitable,
sans se dire qu'il faut se mettre autour de la table et s'expliquer comment tout ça fonctionne, en gros les règles métier. Sylvain, tu voulais compléter tout à l'heure? Mais non, pas plus que. Effectivement, il y a un enjeu sur cette donnée. Hein. Nous, on le voit avec les premières navigations de canopée sous voile, enfin sans les voiles d'abord, avec les voiles et le post-traitement qu'on fait de toute cette donnée. Là, le petit avantage qu'on a quand on fait des systèmes de navigation comme ça, on est connecté au capteur de navigation, on est connecté à la machine, au safran et tout. Donc on a pas mal de données qui remontent et on peut traiter tout ça. Et ça nous permet de réaffiner effectivement les modèles pour les prochaines navigations. Et là, par exemple, sur Canopée, le rafraîchissement du modèle, entre guillemets, avec les données, il se fait en temps réel ou il se fait à intervalles réguliers? Parce que là, on est sur un très gros bateau qui est très équipé, etc. Le rafraîchissement se fait immédiatement, en permanence? On peut avoir deux niveaux. Effectivement, il y a un rafraîchissement real-time qui est vraiment juste basé sur de la data. Et en réalité, ça consiste en corriger des offsets. Et après des navigations, là où on peut cumuler beaucoup de données, là, on va pouvoir faire plutôt des rafraîchissements qu'on appelle physics-based. Effectivement, où on va aller recaler les modèles physiques. Ou les modèles réduits, ou quand on a un modèle réduit où c'est une formule mathématique, on a des petits coefs sur lesquels on peut venir jouer. Et on va recaler comme ça le modèle. Et ce recalage plutôt physics-based, on va le faire plutôt tous les 6 mois. Après, okay. Ça demande aussi de la connectivité. Donc, soit le navire il a ses capteurs à bord, et s'il a une très bonne connectivité, les données sont poussées sur des serveurs. Et on pourrait imaginer toutes les semaines, presque tous les jours, retourner ces boucles de recalage. Mais après tout ça, ça a un coût aussi, hein, le coût de serveur, le coût de stockage de la donnée, le traitement de la donnée. Une petite question de néophyte, hein. Est-ce qu'il arrive que l'écart entre le jumeau numérique et la réalité soit plus important que prévu? Est-ce que entre la première itération, hein, votre première projection, quoi, et la réalité, est-ce qu'il arrive qu'il y ait des écarts importants? Bien sûr. Non, jamais. On a bon du premier coup. Quand on vend le meilleur jumeau numérique, on n'a pas le droit à l'erreur. Vas-y, Pierre. Oui, mais je pense que Pierre. Ouais. Toute la question est de connaître les limites de ton jumeau numérique, de ton modèle. On l'a dit plusieurs fois, un modèle, ça a des limites, ça a des zones de fonctionnement qui sont très bonnes, d'autres qui sont moins bonnes. La clé, c'est de savoir distinguer là où il est bon et là où il est moins bon. Et donc de pondérer ça. Et après, dans tes algorithmes, de dire, je fais très confiance à cette zone, ce domaine de vol, ce domaine de fonctionnement, je fais beaucoup moins confiance à cette autre partie. Parce que je sais que mon modèle est moins bon. Je pense qu'elle est là la clé. Arriver chez un client et dire mon modèle est parfait et vous pouvez y aller les yeux fermés, vous n'avez même pas besoin de mettre les mains dedans, tout va se passer exactement comme vous espérez. Tu peux le faire, mais tu ne dures pas longtemps, je pense. Et on peut rajouter à ça aussi typiquement un exemple, c'est le fooling sur les bateaux de commerce. Alors la course au large, ils le connaissent peut-être moins parce qu'ils vont toujours être après nettoyer leur coque. Mais dans le shipping, le fooling a un impact assez monstrueux sur la performance des navires in fine, quoi. Donc c'est des choses qui sont peut-être moins bien modélisées. Enfin, elles font partie de l'équation, hein, mais peut-être moins bien modélisées. Du coup, si le navire, lui, est pas clean comme on l'imagine dans notre modélisation, clairement, on peut voir des écarts assez importants. Donc tu veux dire que c'est l'encrassement de la coque. Enfin là, c'est oui, cet exemple-là, de la coque. Ouais, pardon, ouais. Voilà. Ok. Ah oui. Donc c'est en termes de coût, c'est un impact significatif puisque le bateau va beaucoup moins vite, quoi. Hein, c'est ça que tu dis. Alors ça a un impact sur sa performance et ça aurait un impact en coût s'il fallait effectivement nettoyer parce qu'il faut soit mettre le bateau à sec, soit envoyer des robots plongeurs. Et l'encrassement de la carène est complexe à modéliser, quoi, en fonction des endroits où tu passes, de la chaleur de la mer, etc. On n'imagine pas forcément ce type de détail.
Xavier, toi, moi je me dis que dans la voile, quand un bateau casse ou dans la voile de compétition, quand un bateau casse ou qu'un mât casse, comme ça vient d'arriver à Gitana tout récemment, c'est que le jumeau numérique n'avait pas prévu qu'en naviguant grand voile haute et sous J3 dans le détroit de Gibraltar, le mât ne tient pas. Je suis. Ouais, alors sur cet exemple précis, j'ai aucun. Non, c'est pour dire que du coup, voilà, ça ne tient pas forcément, quoi. Ouais, l'analyse des casses mécaniques, c'est toujours un jeu compliqué parce que ça fait intervenir. Il y a d'autres paramètres que la qualité. Il y a un nombre de paramètres hyper important, et ça me fait faire le lien avec la question précédente qui était est-ce que parfois les jumeaux sont faux? La réponse est évidemment oui, trop souvent, et notamment par. C'était est-ce qu'il peut y avoir beaucoup d'écart entre le jumeau? Il y a un enjeu d'exhaustivité dans le suivi, je trouve, des systèmes qu'on traite. C'est-à-dire que tu as un jumeau qui tu penses être juste un jour, et derrière le système il évolue sur des paramètres très 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 idiots, vraiment à la base de tout. Par exemple, un centre de gravité qui bouge parce que le bateau a des équipements qui changent, a des changements structurels, une hélice qui change. Tu vois, on a eu des cas où en fait, on pensait être bon en propulsion sur un navire même relativement simple de plaisance. Et en fait, t'as beau avoir toute une chaîne propre, faire une mise en données la plus propre possible, si t'as pas la bonne hélice dans ton modèle, parce que en fait, il y a eu un manque de communication, de transmission d'infos qui fait que t'as pas la dernière forme, bah t'es fichu. Donc pareil sur les systèmes mécaniques, en fait, tout le suivi des structures et le suivi de l'intégrité et le suivi des impacts potentiels qu'il y a pu avoir sont majeurs dans ces suivis-là. Donc c'est assez vertigineux dans le suivi et dans le nombre de paramètres qu'il faut contrôler et dans l'histoire d'un système finalement. Oui. Et vous arrivez justement à... Pardon, je te en parle juste après, mais juste pour rester là-dessus, est-ce que c'est une problématique assez classique dans le dialogue entre un architecte et une équipe de course? Vous arrivez quand même à avoir justement ces changements de données et même les données de navigation pour pouvoir vous recaler vos je pense que modèles numériques. Bah justement avec en fait c'est presque un cercle vertueux quoi. Le fait qu'on appelle ça un jumeau numérique maintenant, bah ces systèmes-là sont de plus en plus appréciés par nos interlocuteurs. Tout le monde en voit l'intérêt. Nous en interne, bien sûr, les clients aussi dans leur usage personnel. Donc oui, tout le monde voit l'intérêt d'échanger et de communiquer pour faire en sorte de garder la jumélité parfaite le plus longtemps possible, en tout cas de l'améliorer avec le temps. Donc c'est vraiment des axes de travail, je pense, qui ont beaucoup évolué ces dernières années. Et on n'est plus dans le chacun chez soi, quoi, d'un point de vue de data, je trouve. Puis il y avait un peu de rétention parce qu'ils pouvaient être certaines équipes effectives à partager leurs données, quoi. Ouais. Faut montrer, à partir du moment où tu montres que la donnée a utilisé à bon escient et que tu en fais quelque chose, c'est ça la clé. C'est montrer la valeur ajoutée que tu en as. Alors, Sylvain qui voulait intervenir tout à l'heure. Ouais, je voulais dire que effectivement, un décalage entre le jumeau numérique et la réalité peut aussi venir finalement d'un problème sur la réalité, un défaut de fabrication, un défaut de fonctionnement d'un moteur. Et finalement, ces jumeaux numériques d'usage, ces jumeaux numériques, ils sont là aussi pour ça. On entend de plus en plus parler de maintenance prédictive ou basé sur du traitement de données et de l'intelligence artificielle. Et ça part de là un peu aussi. Et on arrive en traitant la donnée et en comparant ça à comment le système aurait dû se comporter avec notre jumeau numérique, à déceler des défauts de fonctionnement. Alors peut-être que finalement il y avait un défaut de fabrication dans le mât de Gitana, on le saura peut-être plus tard, mais quelque part c'est peut-être des défauts comme ça. Et Pierre, tu voulais compléter? Si je peux illustrer comment dire, le bénéfice que peut apporter ce genre d'analyse à l'utilisateur final. Sur un projet qu'on a fait, on s'est rendu compte que l'analyse des données nous a permis de suggérer aux fabricants d'aller modifier l'emplacement des capteurs qu'il avait initialement mis dans le composant dont on parle.
Et ce qui est assez intéressant parce que l'utilisateur te met à disposition des données, tu les analyses, et en retour, tu vas lui dire, bah tiens, en plus de cette analyse, je peux te faire des suggestions de design ou d'instrumentation. Et donc, c'est exactement le cercle vertueux auquel tu fais référence, Xavier. C'est, je pense qu'à terme, on arrivera de mieux en mieux à échanger sur toutes ces connaissances métiers, cet intérêt de la donnée, cet intérêt du jumeau, du numérique couplé au réel et à l'information réelle. Euh, et ça devrait faire progresser tout le monde. C'est vers là qu'on tend, je pense, dans le transport maritime et dans la course au large. Est-ce que vous intégrez, est-ce que dans les jumeaux numériques que vous concevez et que vous développez, justement, vous intégrez le fait que la réalité n'est pas aussi pure et parfaite qu'elle ne devrait être, c'est-à-dire des erreurs de manipulation, une maintenance qui n'est pas optimale, etc., etc. Un peu comme dans les polaires, hein, quand on navigue et qu'on fait un routage et qu'on a une polaire, on dit moi là je suis un peu claqué, je vais mettre ma polaire, je vais naviguer faire mon routage avec une exploitation à 80% de la polaire, par exemple. Est-ce que ça se fait aussi, c'est-à-dire que le paramètre de fonctionnement du modèle réel n'est pas aussi optimum que le modèle numérique. Ouais, effectivement, je pense que j'ai deux exemples qui me viennent en tête, très différents l'un de l'autre, mais tout à l'heure on a parlé de fooling, mais ça on le prend en compte dans les calculs. On prend en compte quand il y a une vitesse contractuelle ou une puissance moteur, une puissance vélique contractuelle, on prend en compte que le bateau il va opérer avec du fooling. Donc ça c'est avec, après il y a différents niveaux, mais c'est tout à fait anticipé et on sait que de ce point de vue-là la réalité sera imparfaite. Bon, un deuxième exemple à l'exact, enfin très lointain, c'est sur de l'optimisation de réglage et de performance. Si dans une boucle d'optimisation de performance, on trouve un super résultat, une super architecture, mais qui est très très pointue, qui demande un réglage parfait, et dès lors qu'on s'écarte de ce réglage-là, il n'y a aucune stabilité dans les résultats, ça manque de robustesse. Donc ça, c'est les résultats qui sont écartés, et on a des méthodos pour justement vérifier la robustesse des réglages ou des architectures au sens large, pour avoir une performance suffisamment homogène et qu'on ne demande pas à soit un système industriel d'être réglé au dixième de degré avec des systèmes mécaniques industriels avec des contraintes de coût importantes ou je ne sais quoi, ou un navigateur solitaire d'aller réguler la colonne 24 quoi. Ouais. Je peux ajouter quelque chose sur cette intégration du paramètre du facteur humain. Nous, on a une approche en général statistique à ce sujet, c'est-à-dire que on va proposer des conseils en navigation aux opérateurs, aux navigants, qui sont basés sur des probabilités d'occurrence d'un phénomène. C'est-à-dire la probabilité d'occurrence de telle dépression sur ton chemin, elle est de temps, en utilisant plusieurs modèles météo. Voilà ce qui risque de t'arriver sur le nez. La probabilité que tu aies du roulis de telle sorte et qu'il y ait un risque de perdre des containers, elle est de temps. Et après, libre à toi de choisir, je vais dans cette zone ou je n'y vais pas. Et l'opérateur, lui, en fonction de son expérience, en fonction de la confiance qu'il a dans l'équipage, etc., va choisir si il accepte d'aller dans une zone où le roulis risque d'avoir une probabilité supérieure à 80%, ou si au contraire, il préfère rester dans une zone où, puisqu'il est chargé avec peut-être un chargement à trop de le rajouter, ou j'en sais rien, s'il préfère rester dans une zone où le roulis n'a que 4 chances sur 10 de se produire. Donc on apporte ces espèces de réglages de potentiomètre dans les algos, de manière à ce que l'équipage puisse lui-même choisir, en âme et conscience, le risque qu'il prend. Très bien. Sylvain, tu voulais compléter, je crois? Non, Non, moi je plus sois. Effectivement, le facteur humain, il entre clairement dans l'équation in fine de l'optimisation de l'opération et de la navigation. C'est quoi les... Vas-y. Si je devais rebondir, ça serait peut-être sur finalement les algos de routage. Maintenant, dans la course au large, la méthode la plus utilisée, c'est les isochrones. Bon, c'est un algorithme mono-objectif. Mais de plus en plus, on travaille sur des algorithmes multi-objectifs où on va finalement pouvoir prendre d'autres paramètres en considération. Et typiquement, le facteur humain, la fatigue du skipper serait un des paramètres à prendre en compte dans
Et après, c'est l'étape d'après. C'est l'algo de routage qui exploite le jumeau numérique de l'humain et du bateau. Exactement. Ça veut dire qu'il faudrait des données sur l'humain et autant on met plein de capteurs sur les foils et sur les mâts et sur les structures. On commence à devoir arriver. Alex Thompson avait sa montre connectée. Et... Voilà. Et Damien Seguin va en avoir sur le. On va en avoir un petit aparté. On a animé une conférence pendant le défi Azimut où justement Damien Seguin racontait, et avec des scientifiques qui l'accompagnaient, à quel point justement la modélisation du comportement humain pouvait être intéressante et qu'on allait pouvoir coupler une polaire du skipper à la polaire du bateau. Et donc dire, ok, en théorie, il faut empanner à 4 heures du matin en plein milieu de ton sommeil, avec un risque important de rater ton empannage. Peut-être que à 6 heures du matin, ce sera plus frais et le risque de casser sera plus faible. Donc il vaut mieux faire ton empannage un peu plus tard, ça passera quand même. Bref. Le jour où on attaque les jumeaux numériques d'humains, ça va être, ça sera. On en est pas très loin. Alors justement, je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu c'est quoi les tendances en termes d'innovation du côté des jumeaux numériques. C'est quoi vers quoi on tend en ce moment? Est-ce qu'il y a des pistes de recherche qui sont très très importantes, qui sont en train d'arriver? Est-ce qu'il y a des enjeux centraux vraiment aujourd'hui et dans les années à venir autour de cet outil-là? Qui est-ce qui veut se jeter à l'eau le premier sur le sujet? Vas-y Pierre. Je peux essayer si vous voulez. Je pense que alors je vais reparler du transport maritime parce que c'est le milieu qu'on connaît le mieux. Transport maritime subit des réglementations, je le disais en intro, qui sont de plus en plus strictes, avec 15 ans de retard sur l'automobile. L'automobile aujourd'hui, on parle depuis plusieurs années d'automatisation. Ça vient difficilement pour plein de questions réglementaires, etc. Néanmoins, la question d'automatisation, elle est prégnante dans le transport maritime. Et on sent que les acteurs évoluent. Il y a quelques années, tout le monde avait un seul discours, c'était c'est un milieu très traditionnel, on est à la vieille école, ça n'arrivera jamais, le commandant il se mettre à bord, etc. Les discours évoluent et de plus en plus, on nous demande d'aller un petit peu plus loin que du conseil en opération, c'est-à-dire plutôt que le Google Maps qui te dit je te suggère de tourner à droite dans 2 km, mais tu fais ce que tu veux, si tu veux continuer d'aller tout droit, tu peux le faire, c'est à tes risques et périls. C'est aujourd'hui principalement ce qui existe à bord des navires, il y a très peu d'automatisation. En revanche, les cerveaux évoluent là-dessus et on nous demande de plus en plus de travailler sur ces thématiques. Et donc je pense que l'évolution va plutôt être là. Alors évidemment, les conséquences, c'est des réductions d'équipage, c'est des fleet centers à terre et des commandants en retraite qui vont piloter 5 navires à distance. Il peut y avoir plein d'évolutions possibles à bord et à terre. N'empêche que ça a plusieurs conséquences de notre côté. C'est continuer d'améliorer la maîtrise qu'on a du comportement des navires. Donc on revient sur le thème principal du jumeau numérique. Et aussi avoir une robustesse. C'est Xavier qui en parlait tout à l'heure, de la robustesse des modèles, qui est accrue, puisqu'on ne serait plus là en tant que conseiller, mais en tant qu'acteur véritable. Et donc si ton algorithme parle lui-même et fait agir les machines, le safran, les voiles, etc., dans des boucles de contrôle-commande complètes, eh bien le risque lié à ça est plus grand que lorsque tu te contentes de faire du conseil. Donc il y a du contrôle-commande aujourd'hui, évidemment, dans les navires. Maintenant, un contrôle-commande complet intégré, je vois sans doute cela comme une innovation principale, majeure à venir. Xavier? C'est pas simple comme question. C'est pour ça qu'on te la pose. Ouais, c'est pour ça qu'on est là. Évidemment, on continue à travailler, et ça sera, je pense, c'est sans fin, la précision des modèles et la quantité de physique qui rentre en jeu. Et une même physique peut être abordée suivant différents angles, différentes précisions. Donc ça, c'est constant. Repousser un peu les niveaux de modélisation et trouver les bons compromis de temps de calcul sur l'usage. Un axe un petit peu plus nouveau sur lequel on travaille est la possibilité de faire des allers-retours dans un sens comme dans l'autre entre le système réel et le système numérique. Et comment mettre en place des méthodes pour vraiment avoir des flux dans un sens comme dans l'autre
et transporter ton jumeau numérique à bord d'un système réel, ou inversement transporter la donnée du système réel vers le jumeau numérique pour alimenter tout ça. Et ça, c'est relativement nouveau sur certains aspects dans l'approche. Et je pense qu'il y a des choses hyper intéressantes à faire dans cette direction. Très bien. Sylvain ? Pour compléter, oui, alors tout à l'heure j'ai évoqué le côté résistance ajoutée sur roule, qui est un gros axe de travail aussi. Et un autre, c'est les interactions, alors particulièrement sur le shipping, et le shipping qui s'hybride avec la propulsion par le vent. C'est toutes ces interactions entre les superstructures et les voiles, les effets de masquage, les interactions entre les voiles elles-mêmes. Donc là aussi, il y a encore pas mal de travail à faire. Alors, forcément, c'est de plus en plus possible grâce aux capacités de CFD qu'on a et des capacités de calcul. Mais il y a aussi des travaux sur finalement la manœuvrabilité combinée des navires avec la propulsion par le vent, propulsion mécanique, et on voit que les bassins d'essai s'y mettent aussi en travaillant sur des setups d'essai avec du bateau, une coque et des systèmes de ventilateurs pour modéliser l'action des voiles, enfin des efforts sur les voiles, dans le bassin, dans de la houle. Il y a des projets qui se montent autour de ça. Effectivement, Xavier disait que dans la course au large, on faisait un maximum de choses en numérique et via les simulateurs. Dans le shipping, on passe on passe toujours par des bassins d'essai réels. Un Canopé, un Neoline, leurs coques ont été testées en bassin. Ça reste toujours le dernier mot, c'est les essais bassins, qui viennent valider toutes les modélisations qui ont été faites au préalable. C'est intéressant. Le bassin de Carène n'est pas complètement mort. Allez, on a deux petites questions dans le chat. Il y a quelqu'un qui vous demande un exemple de jumeau numérique qui nécessite un modèle 3D. Alors, j'ai cru comprendre que le modèle 3D était lui-même un jumeau numérique, mais même relativement simple. Mais vous allez éclairer notre lanterne. Est-ce que vous avez un exemple de jumeau numérique qui nécessite un modèle 3D? Sinon, on parle à l'instant, les interactions entre elles. Comment est-ce que tu vas régler 6 ailes ou 4 ailes qui sont positionnées sur un pont? Tu peux mixer plusieurs niveaux de complexité de méthodes, et tu peux en particulier utiliser des méthodes 3D de CFD. C'est l'exemple auquel je pense. Même sans apporter de résolution physique, finalement un modèle 3D paramétré, intégrant les systèmes et avec des liens cinématiques les uns par rapport aux autres. Pour reprendre l'exemple des ailes, une bonne partie des ailes dans le transport maritime aujourd'hui ont des éléments mobiles. Et tous ces éléments mobiles, ils sont actionnés par des actuateurs. Donc il y a toute une cinématique et des liaisons mécaniques à modéliser qui sont traitées juste à partir d'un modèle 3D. Quand je dis juste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modèle physique de mécanique des fluides, de mécanique des structures. Et ça, il y a un monde entre un petit modèle 3D où on dessine une surface et un modèle 3D paramétré avec des liaisons cinématiques. Ouais, et puis je le disais tout à l'heure, le modèle 3D est déjà un premier jumeau numérique, finalement, un premier niveau de jumeau numérique, et on l'utilise. On dessine plus les navires sur les planchers de dessin. On fait des coques en 3D, pour la stabilité, pour les bases hydrodynamiques, pour les calculs CFD, pour la structure. Très bien. Une deuxième question à propos des données. Au regard de la volumétrie des données produites par les systèmes de bord, quid du edge computing pour améliorer la précision des jumeaux numériques par des traitements embarqués permanents? Alors, qu'est-ce qui s'y colle, Xavier? Non, justement, je suis pas la bonne personne pour répondre parce que je pense que c'est très très en lien avec des systèmes embarqués dans le transport maritime. Et pour le coup, j'avais cru que tu levais le doigt. Non. Ouais. Plutôt, je pointais du doigt. Tu pointais du doigt. Alors, tu pointais du doigt qui? Merci Xavier. Il est 10h. Il y a un gros enjeu de connectivité. C'est Sylvain qui a mentionné ce mot tout à l'heure. Où est-ce que se fait le calcul d'optimisation? Est-ce qu'il se fait à terre, est-ce qu'il se fait à bord? Quels sont les avantages et inconvénients de chaque... Et puis il n'y a pas deux configurations, en fait, il y a un tas de configurations possibles.
sur un spectre assez large, entre un bateau qui serait ultra connecté, et donc qui pourrait se permettre de tout faire à terre, et un bateau très peu connecté ou avec une connectivité très peu fiable, très peu robuste, qui devrait, a priori, s'il a besoin de s'appuyer sur son logiciel d'optimisation, calculer un max de choses à bord. Donc là, la question, elle traite plutôt des navires qui seraient fortement connectés. Oui, c'est une idée, c'est des choses auxquelles on réfléchit. Et c'est sûr que le jour où on est capable de faire ça de manière fiable, c'est-à-dire analyser la donnée, la traiter, la cruncher, comme disait Pierre-Yves, à bord avant de l'envoyer dans un logiciel d'optimisation qui est embarqué, oui, le jour où on peut faire ça, on a gagné beaucoup de fiabilité et on repose beaucoup moins sur la connectivité, qui est liée à Starlink, qui est liée à des acteurs bah, qu'on connaît et dont on ne sait pas comment ils peuvent réagir du jour au lendemain. En tout cas, si on appuie, si on fait reposer tous les chargements, par exemple, de CMA-CGM sur un acteur privé qui a ses propres intérêts, ça peut ouvrir plein de questions. Vaste débat quasi géopolitique. Voilà. Allez, une question de conclusion auquel j'avais moi-même pensé en termes de conclusion. Quelle est la place de l'intelligence artificielle dans les développements actuels? Alors, c'est un peu tarte à la crème, mais bon, il y a tellement de données en jeu. Vous êtes ingénieur, hein, vous allez pas échapper à cette question. Et on conclura avec celle-là. 10h02. Bah, elle a déjà sa place, hein, si je peux commencer. Déjà, l'algorithmie, c'est déjà de l'intelligence artificielle, hein, tout ce que l'on fait. Et alors après, l'application de réseaux de neurones et d'autres technos font partie des outils qu'on a dans notre boîte à outils pour traiter et pour faire ces traitements de données. Avec ces gros volumes de données, forcément, on applique ces technologies-là. Xavier? J'allais avoir une réponse très similaire en disant que on en fait déjà parce qu'on fait des régressions linéaires partout. C'est une forme finalement de machine learning. Et sinon, de façon plus générale, pour faire le lien entre des grands volumes de données, des systèmes réels, et les intégrer dans une modélisation d'un système avec un mix de modèles physiques et de modèles boîte noire, effectivement, c'est des technos qui sont tout à fait employés et qui ont leur place et qui ont leur avenir. Pierre? Ouais, je vais rien ajouter de très concret à ce qui a été dit. Mais bien sûr que l'IA elle a toute sa place et c'est ce dont on vient de parler pendant 1 heure sans employer le terme intelligence artificielle. Il faut pas en avoir peur parce qu'on n'a pas arrêté de dire qu'il y avait des limites, qu'il fallait que les concepteurs aient en tête ces limites, qu'ils sachent comment employer les outils et à quel moment. Au contraire, c'est plutôt une aide. Et pour le client final, une opportunité de diminuer sa conso, ses OPEX, ses coûts d'exploitation, et d'optimiser la manière dont il fait fonctionner son navire ou augmenter la perfo de son bateau de course. Très bien. Merci à tous les trois. Il est 10h03. On a à peu près tenu le timing. Je suis désolé pour Rachel qui a une dernière question, mais il faut qu'on a plein de gens à libérer. Arnaud, je vais te laisser conclure. Merci. On voit qu'avec l'arrivée des ailes, effectivement, il y a des systèmes véliques sur le transport maritime, le jeu numérique trouve tout son sens. Mais je terminerai pour vous donner les prochains rendez-vous. Pour le prochain Céline Café en novembre, on va tâcher de parler d'analyse de cycle de vie. À Brest, la semaine prochaine, on parlera de collision en mer. Et on vous donne rendez-vous au Tracing Forum en novembre à Amsterdam. D'ailleurs, on vous propose d'aller visiter le Marine Research Institute, dont Sylvain a parlé tout à l'heure en préambule du Tracing Forum. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher si cette visite vous intéresse. Voilà, je vous remercie pour vos interventions brillantes. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Voilà. Merci. Merci Salut à tous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir.